Bonjour Madame, Messieurs, soyez les bienvenus à l'auditoire de la chapelle de Namur. L'Afrique est perçue comme le berceau de l'humanité. Et si une opportunité est offerte pour célébrer la maternité de l'humanité, je vous prie d'offrir 30 secondes de clap pour les mamans africaines qui sont là aujourd'hui. 30 secondes. Cette conférence a été organisée par un mouvement de jeunes africains, un mouvement de femmes africaines, dans le but de célébrer, comme tous les 31 juillet, la Journée internationale de la femme africaine. Et pour l'annoncer, le propos introductif sera fait par Madame Jocelyne, qui est la promotrice de l'événement. Bonjour. Je voulais souhaiter aux mamans bonne fête des femmes africaines. Merci. Et on fait ça pour les Bonne mamans. fête. Bonne fête. Donc l'idée m'est venue parce que j'ai regardé un peu ce que nos mamans ont fait en 1962, ça a commencé. Donc je me suis dit, ça vaut la peine de les suivre. Donc aujourd'hui c'est 50 ans que l'événement a été officiellement inauguré, quoi. À Namur, je pense que c'est la première fois. Donc voilà, j'aimerais bien qu'on embarque en soutenant nos mamans d'il y a 50 ans. Et bienvenue dans cette conférence. J'aimerais bien qu'on parte avec quelque chose de très 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 positif. Merci. 50 ans après la première annonce de la Journée internationale de la femme africaine, c'est une occasion pour nous de partager sur l'expérience que nous avons de la femme africaine en ces 50 ans. Qu'est-elle devenue? Où en sont-elles? Et pour cela, la conférence sera répartie en plusieurs exposés, notamment un discours qui sera exposé par Madame Akweli Bernard, suivi d'un exposé sur les thématiques des violences basées sur le genre par Excellence Léopold Daï Seba, et une expérience de couple qui sera exposée par Ornella et Kevin, et la génération Bunto par Madame Alou Chantal. Akweli Bernard pour le discours. Est-ce que tu me vois? Je sais que tu vois ma peau. Est-ce que tu me vois? Oui, je te vois. Je sais que tu vois mes cheveux. Est-ce que tu me vois? Je sais que tu vois mes bourrelets et ma cellulite. La beauté, c'est d'avoir la peau claire. Barbie est blanche. Toutes les petites filles aiment Barbie. Une belle chevelure est une chevelure raide. Si tu es assidu, un jour, toi aussi, tu auras les cheveux comme la petite fille sur la boîte. Barbie a les cheveux lisses. Toutes les petites filles aiment Barbie. La sociologue française Juliette Smeralda, autrice du livre Peau noire, cheveux crépus, l'histoire d'une aliénation, décortique cette représentation de la beauté héritée finalement de critères de la femme blanche et qui est la survivante de la période d'esclavage qu'ont connue les personnes africaines. Je cite un extrait de son livre. « Les Africains apprirent très vite que deux choses les marquaient explicitement en tant qu'esclaves, leur peau noire et leurs cheveux crépus. Est-ce que tu me vois, moi? Est-ce que tu me vois? La personne, la personnalité, l'esprit, les rêves, les sentiments, l'ego, l'amour de soi, la joie,
le bonheur aussi, les larmes et le chagrin, la douleur et la tristesse, la conscience et l'intelligence, la réflexion et la colère, des besoins de reconnaissance aussi, des besoins de chaleur. Non, tu ne vois rien. Ma peau noire magnifique te trouble et subitement, je ne suis plus rien. Je suis autre. Je ne suis plus rien, je suis une bête, capable de force et de rage, mais jamais construite. Je ne suis plus rien. Je suis un divertissement. Un yabon banania qui rit tout le temps et qui sait remuer des hanches. C'est vulgaire. Misogynoire. Terme qualifiant une misogynie spécifique visant les femmes noires et produite par les hommes en général, indépendamment de la couleur de peau de ces messieurs. Beurette. Terme utilisé au départ pour française d'origine nord-africaine, évité depuis sa récupération par l'industrie pornographique dans les années 2010. Vendue, exploitée, mutilée, violée, tuée pour l'honneur. Celles qui portent la moitié du ciel sont les premières victimes de domination qui s'articulent entre elles. Classe sociale, orientation sexuelle, religion, origine ethnique, âge, handicap. Un mot pour les regrouper tous. Intersectionnalité. Cela suffit. Ma peau noire scintillante t'aveugle et subitement tu as peur. Je ne suis plus humaine, je suis imprévisible et je suis comme un feu qu'il faut maîtriser, contrôler, éteindre. Éteindre à tout prix. Cette femme qui porte l'eau, nuque relevée. Cette femme qui laboure, dos brisé. Cette femme qui pile l'igname, main serrée. Cette domestique du foyer, récureuse de WC. Cette femme nounou câline pour enfant clair, main de fer pour enfant foncé. Cette femme exposée, objet sexuel à exploiter. Je viens de là-bas, mais je suis d'ici aussi. Trop longtemps, j'ai mis de côté mon africanité pour me fondre dans une masse qui ne voulait pas de mes différences. J'ai caché mes yeux, bouché mes oreilles, cousu ma bouche pour tenter d'essayer d'éteindre des braises. Des braises des injustices, de l'intolérance, de l'individualisme. Cela suffit. Maintenant, ce ne sont plus des braises. C'est tout mon être qui est un charbon ardent, noir dehors, rouge dedans. Noir dehors, rouge dedans. Je me lève pour marcher aux côtés de celles et de ceux que le système dénigre, oublie, efface. Noir dehors, rouge dedans. Nous avons un objectif commun. Lutter contre toutes les formes d'oppression. Ma peau noire étincelante te perd. Et subitement, je ne suis plus une personne. Je ne suis plus un individu. Je suis une représentante d'un groupe, d'une masse monolithe. Pensée communautariste? Non. Humanisme. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler des violences faites aux femmes qui sont à cette occasion de la Journée internationale de la femme africaine. C'est aussi dans le cadre, disons, de ce que j'ai fait parce que j'ai été chef de cabinet au ministère de l'Action sociale et de la Promotion de la femme durant 5 ans. J'ai travaillé avec 3 ministres différents. Donc c'est quand même quelque chose qui m'a trouvé beaucoup. Je vais donc essayer de présenter très rapidement, sur le fond même, disons, en sautant des points qui nous peuvent paraître, disons, d'un grand intérêt, mais
peut-être surtout en me concentrant sur ce qui peut paraître beaucoup plus attrayant. Voilà. Et donc, le titre c'est Journée internationale de la femme africaine, petite historique, réalisation et violence faites aux femmes africaines, hier et aujourd'hui. Hier, parce que c'est pas c'est normal, c'est pas ici. Bref, historique, sous l'initiative de Madame Awa Keïta, la journée ce soir a été déclarée ici. Sous la première fois de l'Organisation panafricaine des femmes tenues à Dakar au Sénégal le 31 juillet 1954, tout ça en commémoration annuelle en cette date. Et en organisant donc son congrès, c'était brave dame faisait elle-même le suivi de la conférence des femmes africaines tenue à Dar es Salaam en Tanzanie le 31 juillet 1962. Que ce soit donc lors de cette conférence des femmes africaines le 31 juillet 1962 à Dar es Salaam, que ce soit lors de la tenue du premier congrès de l'Organisation panafricaine des femmes tenu à Dakar le 31 juillet 1974, le but ultime de ces deux forats était, malgré les différences étant linguistiques, culturelles et ethniques, de rassembler ces femmes et d'unir leurs forces pour la réalisation progressive d'un idéal commun, à savoir, et je l'ai mis en lettres grasses, contribuer à l'amélioration significative des conditions de vie de la femme africaine et son émancipation. C'est aussi cet idéal dans lequel nous comptions nous concentrer. Par la suite, cette journée sera souvent évoquée lors des travaux des séances des Nations Unies de septembre de chaque année à New York, avant d'être officiellement consacrée comme telle le 31 juillet 1974 à Dakar. Toutefois, jusqu'à aujourd'hui, elle est moins connue que sa grande sœur, la Journée internationale de la femme. Et je m'en suis beaucoup plaint parce que, comme je le disais à l'organisatrice de Céline, j'ai passé au moins 2 ou 3 semaines à chercher le thème, je ne l'ai pas trouvé. Alors que les choses comme cela, normalement les Nations Unies devaient annoncer cela au moins 2 ou 3 semaines avant, pour préparer le gouvernement de s'y concentrer. Je n'ai rien trouvé. Ce qui fait que j'ai été obligé de forger moi-même quelque chose à partir du thème de la Journée internationale de la femme de cette année et de certains textes, disons, de l'UNESCO qui concernent la femme, et pour donc aboutir au thème suivant, investir en faveur des femmes africaines et accélérer son rythme de développement. Ainsi donc, souhaitons-nous que toutes les actions entreprises en avenir pour la promotion de la femme en général et de la femme africaine en particulier ressortissant de l'avenir s'inspirent de ce thème durant cette période qui s'étend de ce 31 juillet 2024 à 31 juillet 2025. En fait, très souvent, le futur se prépare dès maintenant. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent que les bailleurs de fonds ne regardent pas dans vos yeux. Mais moi, j'aime toujours dire que quand on ne se prépare pas à temps, les bailleurs de fonds ne peuvent rien faire. Bon, deuxième point, réalisation en matière de l'amélioration des droits de la femme africaine. Ici, quand même, je ne peux pas prétendre dire que c'est toutes les réalisations dont je parle ici, parce que dans beaucoup de gouvernements, il y a des choses qui se font, mais malheureusement, les paroles ne vont pas avec l'acte. Disons, ici vraiment, je vais seulement parler de quelques actions, mais surtout il faudrait louer l'action de l'Union africaine. Vraiment, je vous interpelle, vous, en tant que femme africaine, de pouvoir beaucoup louer l'Union africaine. Je demanderai d'ailleurs de l'applaudir, s'il vous plaît. Applaudissez. Bravo.
Parce que l'OIWA n'a rien fait pour vous. L'OIWA. L'OIWA qui est là depuis des années, n'a rien fait pour la femme africaine. C'est-à-dire qu'avec l'OIWA qui a commencé en 2003, que vraiment, on a beaucoup développé pas mal de dossiers de la femme africaine. Alors, depuis la date du 31 juillet 1974, il s'était carré en long silence pour la réalisation d'une moindre action en faveur de l'amélioration des droits de la femme africaine par l'OIWA. Les actions concrètes en cette matière ne débuteront qu'avec la naissance de l'Union africaine à Durban, en Afrique du Sud, le 2 juillet 2020. Alors ici, je vous fais une parenthèse, pour vous glorifier. C'est encore une fois pour vous montrer qu'en Afrique, nous avons encore des problèmes. En 2003, j'ai été élu dans toute l'Afrique pour représenter un comité technique, un haut comité technique pour la réalisation des symboles de l'Union africaine. Donc j'ai gagné tous les concours pour pouvoir parvenir à ce poste. Alors, nous avons tout produit. Nous avons produit beaucoup de symboles de l'Union africaine. Mais comme l'organisatrice était une personne qui aimait beaucoup boire, c'était une dame, on a oublié de m'inviter. Donc, lors de la présentation de ces documents à Johannesburg, on a oublié de m'inviter. Alors, laissez-moi de tout cela et tout ça, ça a capoté. C'était dommage. Alors, la première action, c'est surtout le protocole additionnel à la Charte africaine des droits de l'homme, donc on appelle le protocole de Maputo, qui a été adopté le 11 juillet 2003. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle la déclaration solennelle pour l'égalité des genres en Afrique, à Addis Abeba en juillet 2004. La troisième action, c'est la Charte africaine de la démocratie des élections de la gouvernance adoptée le 30 janvier 2007. C'est l'acte additionnel relatif à l'égalité des droits entre la femme et les hommes pour le développement durable dans l'espace de la CEDEAO adopté au Ghana le 19 mai 2015. Voilà, donc il y a d'autres actions, mais disons que ce sont vraiment les plus représentatives. Alors, ces actions s'intègrent aussi dans le cadre de la Convention pour l'élimination du téléphone de discrimination à l'égard des femmes, qui a été suivie par l'instauration d'une journée internationale consacrée aux violences faites aux femmes. Tout ça, ça existe, il faudrait que vous le sachiez. Ne vous en faites pas. Et ces textes-là, je vais les donner à qui veut voir, pour que vous puissiez faire le suivi nécessaire. Et pour terminer, enfin, pour la troisième partie, les réalités sur les violences faites aux femmes en Afrique. Ces réalités ont été surtout documentées par ce qu'on appelle le réseau des femmes élues locales d'Afrique, REFELA. Ce sont vraiment des standards, les autres qu'il faudrait bien connaître parce qu'il produit beaucoup de rapports extrêmement intéressants, mais aussi en collaboration avec ce qu'on appelle les femmes. Bon, je ne voudrais pas, disons, m'étendre sur toute l'action que se référera à du produit, mais de manière globale, je vous dirais que malheureusement, d'après le constat général, qui a été fait par beaucoup de rapports, c'est surtout ces violences se remarquent beaucoup plus en Afrique de l'Ouest, et en Afrique centrale, beaucoup plus qu'en Afrique de l'Est et en Afrique australe. Parce que beaucoup de documents, et simplement j'ai pris beaucoup de documents situent ces violences, disons pour les filles avant l'âge de 18 ans, pour l'âge de son marié légal, on situe ces problèmes, disons, en tiers, de manière globale en Afrique subsaharienne, mais c'est surtout entre 40 et 60%. Ok, d'accord. L'Afrique centrale et à peu près 80% pour l'Afrique de l'Ouest.
il faudrait quand même faire des actions pour voir si aussi en Afrique de l'Est et en Afrique australe, il n'y a pas des actions qui ne sont pas documentées. Surtout parce que dans un pays comme l'Ouganda, il paraîtrait qu'on empêche même aux femmes de s'exprimer. Mais donc vraiment ça c'est pas documenté. Je sais par exemple aussi que ça m'étonne beaucoup. De voir comme on dit jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas une loi sur la succession des femmes. Alors que nous l'avions commencé depuis très longtemps, vers les années 90. Bon, alors, donc, en fait, vous l'avez dit, madame, je n'ai pas suivi, disons, à la ligne. J'avais souhaité que nous parlions surtout de ce qu'on appelle les souffrances silencieuses des femmes africaines. Le dépasser après, c'est pas maintenant. Il peut faire 10 minutes, là, il est 20h15. Non, on voit pas bien. Là aussi, je ne voudrais pas 10 minutes. On a 10, ça lire les textes parce que c'est un peu long. En tout cas, vous-même, vous allez pouvoir le constater. Donc, vous allez voir que vraiment, les chiffres, c'est un peu effarant. Les chiffres. Mais tu peux couper les gens, commence à parler. Les chiffres, c'est vraiment un peu effarant. Donc, le pourcentage des femmes estimant qu'un mari a le droit de battre son épouse, ça veut dire que dans certains pays, les femmes disent qu'elles doivent être battues. En fait, c'est ce qu'on appelle vraiment le masochisme. Dire qu'un mari a le droit de vous battre. Je ne comprends rien. Voilà donc les chiffres. Les chiffres au Sénégal, les chiffres au Mali. Vous voyez les chiffres au Burkina Faso, vous voyez les chiffres au Bénin, vous voyez les chiffres au RDC. Oui, oui. Donc, oui. plus d'une femme africaine sur 2 est violentée. Pourcentage des femmes de plus de 15 ans ayant subi des violences physiques ou sexuelles. Voilà au Sénégal. Donc, ce qui est en bleu, c'est ce qu'on appelle durant leur vie. Et ce qui est en rouge, c'est dans leur vie. En bleu, c'est dans les 12 derniers mois. Voilà, donc c'est ça donc la situation telle qu'elle se présente. En fait, vous voyez que d'une manière globale, vraiment, ça je l'ai documenté, beaucoup de rapports reviennent sur l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Pour l'Afrique du Nord, on parle surtout, pour l'Afrique du Nord, on parle surtout des violences dans les rues. Des violences dans les rues. Et très souvent, ce sont des chiffres aussi de la Banque mondiale en collaboration avec le réseau dont je vous ai parlé, le réseau référent. Voilà, les viols de fillettes. Maintenant, vous voyez donc les viols de fillettes. L'ampleur des actions sexuelles est mal connue. Voilà donc toujours le Sénégal, la Mauritanie, la Sierra Leone, la Gambie, le Nigeria, particulièrement voilà, au Ghana. Voilà. Maintenant, voilà donc 60% des femmes violées au moins de 21 ans. Les jeunes filles sont les plus en danger. Voilà la situation en Mauritanie, au Mali, et ainsi de suite. Bon, je pense que vous avez ouvert les chiffres. Alors, évidemment, vous pourriez, on pourrait d'enrichir les textes de manière, disons, actualisée. Et alors, je voudrais vous dire, vous informer, malheureusement, j'ai oublié de documenter profondément sur cela. Je voudrais vous dire que dans beaucoup d'autres pays, il y a des numéros. Il y a des numéros de téléphone publics sur lesquels il faut sonner chaque fois que, même ici pour l'Amnesty internationale, chaque fois qu'une femme est violentée, vous sonnez, ainsi de suite, pour pouvoir avoir de l'assistance. Bon, alors pour terminer, j'avais, je pense, formulé 3 questions. Je vais voir si elles sont encore là, les questions. Voici, il faut que ça peut nous aider en quelque chose.
puisse aussi les trois questions que j'avais formulées, disons qu'ils sont en rapport avec l'identité, la crise identitaire de la femme. Et surtout, merci madame pour l'exposé que vous avez fait, parce que ça reflète, en fait, l'exposé que vous avez fait, je ne sais pas si vous avez suivi, ça reflète l'image que l'autre projette sur nous, nonobstant notre propre image. Malheureusement, cette image arrive à un moment où la personne, non seulement l'accepte, mais croit qu'elle est la plus juste. Alors là, c'est très grave. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'un psychiatre africain a appelé la négritude intériorisée. Bon, voilà. Première question. Quelles sont les pratiques traditionnelles africaines qui sont incompatibles avec le respect des droits de la personne humaine en général, et celle de la personne en particulier, de la femme en particulier, et celles qu'il faut sauvegarder et encourager même. C'est très important. Parce qu'il ne faut pas toujours penser que tout est négatif. Pas nécessairement. Deuxième question, quels sont les méfaits du snobisme? Les méfaits du snobisme, ça veut dire le comportement consistant à copier et pratiquer le comportement d'une culture étrangère, voire à soigner soi-même en tant que tel, des femmes africaines sur la culture africaine en général, et celle de la femme africaine elle-même en particulier. Moi, par exemple, je ne pas pour. J'ai toujours aimé les femmes africaines depuis très longtemps qui ne s'offrisaient pas. Comme celle-là, par exemple. C'est pas moi. J'ai l'impression que c'est bébé naturel. J'ai l'impression que je pourrais me tromper. Parce que moi, je dis, nous pouvons cultiver des choses naturelles. Et ça peut bien marcher. Vraiment, vous m'excuserez, ce n'est pas pour critiquer ceux qui ont des cheveux frisés, pas du tout. Mais je pense qu'il y a aussi les cheveux naturels. Enfin, pour terminer, quelles sont 3 à 5 autres questions fondamentales soulevées par la GIFA et les exposés relatives, mais qui n'ont pas été soulevées ici. On peut toujours ces questions. Voilà, j'ai terminé. Toutes les couleurs sont respectables. Toutes les couleurs sont très belles. L'essentiel, c'est surtout ce qu'on en fait. Ce qu'on en fait. L'homme ne vaut pas par sa forme, sa couleur. L'homme vaut par son intérieur, par ses actions. Merci. Merci, Excellence, pour ce magnifique exposé sur la présentation de vos travaux de recherche qui était pour moi très enrichissant. Vous êtes revenu sur l'approche globale de la Journée internationale de la femme africaine. Vous êtes ancré sur les spécificités en mettant les problématiques de la femme africaine au cœur de l'idéologie de l'Union africaine. Et vous avez présenté le protocole de Maputo, qui est très très populaire lorsqu'il s'agit des questions relatives à la protection de la femme africaine. Ce que j'ai trouvé intéressant sur votre exposé, il était en lui-même très très enrichissant, ce sont les chiffres. Parce qu'en science, on fait toujours référence aux chiffres, les stats. Et une statistique très importante était celle notamment relative aux violences de ménage, aux violences de couple. Et cette statistique nous permet d'entrer en plein dans le prochain exposé qui sera présenté par Kevin et Ornella, qui est un couple africain, pour qu'ils nous donnent leur expérience des violences dans les ménages ou pas. Et ce sera tiré d'une intelligence expériencée à partir de ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont vécu. Merci Kevin et Ornella. Bonsoir à tous et à toutes. Je m'appelle Ornella Gateka, comme ça a été dit. Je suis d'origine burundaise. Je
et je fais partie d'une famille nombreuse d'aînés. Au niveau professionnel, je porte plusieurs casquettes. Je suis éducatrice, coach familial, organisatrice d'événements et très prochainement architecte d'intérieur. Bonsoir à toutes et à tous. On m'appelle Mbéni Folanardi Kevin. Je suis d'origine burundaise. Je suis né au Burundi. J'ai grandi au Burundi jusqu'à l'âge de 21 ans. Je suis consultant en informatique, actuellement auprès de l'Union européenne. Et justement, aujourd'hui, nous sommes ici devant vous, en tant que couple, parce que nous sommes mariés. Je suppose que cela mérite des applaudissements, je ne le savais pas. Merci pour la réaction du public. En tant que couple, nous avons décidé en fait de prendre le temps, de prendre la parole aujourd'hui pour mettre les mots sur les mots et de parler, de discuter autour des défis que rencontrent les jeunes couples d'origine africaine dans la société occidentale. Alors, ce qui est bien, c'est qu'au travers de toutes nos discussions, on a parlé d'identité. Et donc le premier point, c'est l'identité. Mais l'identité sous 3 formes différentes. C'est-à-dire qu'on a une individualité au sein du couple, comme on s'est présenté. Kevin, Ornella, on a des parcours différents, on a vécu différents endroits. Et on a aussi des expériences tout à fait différentes. Ça, c'est en tant qu'individu. Puis ensuite, on s'est rencontrés. Et on a dû se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on veut représenter en tant qu'individu, en tant qu'identité au sein du couple. C'est-à-dire reprendre un peu de chaque côté pour pouvoir justement créer cette nouvelle unité qui s'est créée. Et le troisième point, c'est pouvoir parler de l'identité familiale pour les enfants. Ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est qu'il y a des choses à transmettre, mais comment transmettre aux enfants quand on ne connaît pas son histoire, quand on ne connaît pas sa langue, quand on ne connaît pas tout simplement son parcours, sachant qu'il évolue tout simplement, donc c'est-à-dire à travers notre expérience, à travers le monde dans lequel on vit. Et donc, c'était des points super, c'est des défis qu'on rencontre au quotidien, en tant que jeunes et en tant que couple, et nous voulions tout simplement mettre le doigt dessus. En ayant établi cette base-là, qui est très importante, qui constitue le fondement d'une vie en général, et d'un couple en particulier, on a relevé 2 défis, on va dire majeurs, selon notre perspective, comme le présentateur l'a bien dit. Le premier défi est le défi qui est lié à la communication. La communication, je pense que tout le monde peut vraiment approuver et confirmer que c'est un point important, parce qu'on remarque que dans la plupart des cultures africaines, il y a une culture du non-dit. Prenons l'exemple, la plupart des personnes autour de nous, quand on échange, on remarque que quand on parle de communication, on parle juste de communication verbale. Mais la communication verbale, ce n'est pas juste la seule type de communication qui doit exister dans le couple. Là, on nommait le fait qu'on doit quand même reconnaître les émotions des uns des autres, particulièrement des femmes dans le couple. On nommait le fait qu'on doit essayer de comprendre l'autre dans sa faiblesse aussi. Et aussi, dans ce sens-là, on a remarqué aussi qu'il y a la culture du tabou. Et il y a vraiment des problèmes récurrents liés au tabou, parce qu'on ne parvient pas à communiquer ou à mettre le doigt sur. Et cela tôt, parce qu'on véhicule ça tant qu'on est jeune et on grandit avec, et finalement on transmet ça dans le couple. Et ça devient une source de frustration, une source d'incompréhension. Sans m'attarder dessus, il y a un deuxième défi majeur, toujours selon notre perspective,
c'est le défi lié à un point très important, c'est les finances. La culture de l'éducation financière, vous allez remarquer que dans la plupart des cultures africaines, elle n'est pas bien, on va dire, développée, surtout dès le bas âge, et particulièrement, très particulièrement pour les jeunes filles dans les familles. Les jeunes filles qui n'ont pas eu cette opportunité d'avoir la responsabilité de pouvoir gérer ne fût-ce que peut-être leur argent de poche. Parler de prendre des responsabilités dans la famille parce que c'est toujours le jeune frère ou le grand frère qui prend la responsabilité. Donc, on a cette éducation financière qui n'est pas développée, ce qui arrive en fait dans le jeune couple, à un moment où quand vous communiquez, vous vous dites comment est-ce qu'on va gérer les finances, comment est-ce qu'on va s'en sortir. Et quand vous mettez les choses sur table, on remarque que selon les perceptions, on va trouver une inégalité de base. Et cela aussi est accru par, actuellement, peut-être ça n'a pas été précisé dans les statistiques, on a eu l'inégalité des femmes au niveau des salaires. Quand il s'agit alors de pouvoir parler de tout ce qui est communauté des biens ou la gestion des dépenses en famille. Donc, en quelques mots, ce sont les deux défis majeurs qu'on a dû relever dans notre cas et selon notre perspective. Pour conclure, on ne voulait pas prendre trop de temps, mais pour conclure, on s'est dit qu'il est important de se connaître, de connaître l'autre, de savoir comment on gère les situations, afin de connaître le rôle de tout un chacun au sein de ce couple, au sein de la société tout simplement. On ne se limite pas qu'au couple. Pourquoi cela? Tout simplement pour établir une bonne communication et être dans des relations saines et équilibrées, tout simplement. Et c'était un petit peu ça notre partage. Merci. À l'aune de la mondialisation, à l'aune de la globalisation, il est important pour nous de savoir quelles sont les perspectives des femmes africaines de la diaspora. C'est pour ça que nous allons accueillir tout à l'heure Madame Malou Chantal pour la génération Ubuntu. C'est Bunti, c'est la génération Bunti. Merci. Voilà. Merci. En toutes les langues, ça donne bien aussi. Merci. Voilà, je suis Malou Chantal, je suis conseillère en prévention. Et j'avais envie d'intervenir ici pour ce programme aussi, pour marquer aussi que nous, la génération Bunti, nous sommes présentes. Et je remercie tous les intervenants parce que c'était tellement riche, ça donne envie d'approfondir en plus le sujet. Ajouter au fait de statistiques, bien sûr, c'était vraiment très très intéressant. Moi aussi, je vais être brève parce que je suppose que vous avez faim et soif et vous avez chaud aussi. Donc voilà, qu'est-ce que c'est que la génération Bunti? En fait, c'est être assis entre deux mondes. C'est ça en fait la génération Bunti. Je ne sais pas s'il y en a quelques personnes qui sont de cette génération-là. Je vois une ou deux. C'est important de mettre aussi le doigt dessus parce qu'on a parlé d'identité. Effectivement, nous qui sommes ici depuis longtemps, nous sentons comme ça. La génération Bunti est souvent confrontée à une identité complexe. Ils grandissent dans un environnement européen tout en portant un héritage de leurs parents. Il est essentiel de connaître que l'authenticité réside pas seulement dans l'apparence extérieure, mais aussi dans la connaissance de l'amour de leur histoire et de leur culture. Donc c'est important d'apprendre à partager. C'est important de célébrer sa diversité et de maintenir les liens avec notre communauté. C'est ça qui va nous permettre de pouvoir tenir face aux différentes situations. Donc c'est vraiment essentiel pour cette génération de connaître ses origines, d'apprendre son histoire, la langue et les traditions de son pays. Et comme mon frère l'a souligné tout à l'heure, je pense, il y a une sorte de coupure. Donc on n'arrive pas à transmettre notre héritage. Donc c'est ce qui fait qu'il y a des complexes, il y a des situations qu'on a du mal à exprimer. Et si, bien sûr, on n'a pas de sens de psychologie sociale, ça pose problème. Et alors, on voit que certaines personnes peuvent se suicider
ou être mal. Voilà. Ça peut être simplement des gens qui sont adoptés, tout simplement. C'est ça aussi la génération Bouti. C'est important de rester connecté avec ses racines d'origine, essentiel surtout pour la génération Bouti. Les Africains nés en Europe, voici quelques conseils pour maintenir le lien. Explorer l'histoire, sa culture, sa tradition, lire des livres, regarder des documents, écouter les récits familiaux. Donc c'est important de se cultiver, ça va nous permettre de pouvoir remplir ce vide qu'on ressent parfois. Et c'est vraiment, parfois, quand on parle à une personne qui vient d'arriver, on se sent souvent incompris. Et donc si on ne se cultive pas, si on ne va pas vers les autres, si on ne va pas, on se sent isolé, et on se met à l'écart. Donc c'est essentiel de pouvoir communiquer. Et c'est important d'assister à des fêtes, des célébrations, à des rassemblements comme celui-ci, qui nous permettent de pouvoir nous dire que nous sommes aussi, nous faisons partie de l'histoire, et nous aussi on a quelque chose à apporter, on a un autre regard sur l'histoire, un autre regard sur le monde. Bien souvent, certains ils ont même été isolés complètement de la communauté africaine. Alors, ce qui intéresse les gens, c'est important aussi de savoir cuisiner des plats africains. Maintenant, avec Internet, on a aussi la possibilité d'apprendre aussi. Bon, je sais, parfois je rate la cuisine, mais bon, c'est important d'apprendre et en allant vers les autres, de goûter à des plats divers. Aujourd'hui, on a vraiment un monde qui nous permet de pouvoir nous connecter à d'autres personnes qui ont un art de cuisine beaucoup plus développé que moi. Donc c'est important aussi, donc il y a tout un temps où on a permis à certaines personnes de pouvoir aller aussi dans leur pays d'origine. Il y a une demande, je pense même pour les Américains, aujourd'hui il y a une forte demande d'aller dans certains pays d'origine pour se reconnecter à l'Afrique. Et voilà, c'est vraiment, j'appelle ça le cri de l'Afrique. Alors, moi aussi je vais conclure. Comme ça, je reste dans le timing. Il est vrai que la génération Bouti peut se sentir déconnectée de ses racines. Mais il est essentiel de reconnaître que l'authenticité ne réside pas seulement dans les artifices extérieurs, mais étant nés en Europe, nous pouvons réclamer notre origine africaine en apprenant, en partageant ou en célébrant nos origines. Ceci étant fait comme un Africain authentique ne dépend pas uniquement de l'apparence. Maintenant, cela dépend aussi des connaissances, de l'amour et du respect qu'on a pour notre culture. Donc je vous remercie beaucoup. Malou Chantal pour la génération Bounti. C'est la génération Bounti. C'est ça? Ok, merci pour la génération Bounti. Pendant ton exposé, tu nous as présenté un aspect assez différent et clairement ignoré des violences, notamment l'exclusion qui est en elle-même une réelle violence dans une société africaine, une communauté africaine qui est plus inclusive que les autres. Alors, nous sommes venus à la fin de nos différents exposés et c'est le moment pour nous aussi de pouvoir faire contribuer l'ensemble des personnes qui y sont parce que vous êtes à la fois les co-organisateurs de cette conférence. Donc nous allons passer actuellement aux différentes questions parce que je suppose que plein d'entre vous souhaiteraient intervenir, plein d'entre vous souhaiteraient avoir des éclaircissements sur les différentes interventions qui ont été présentées. Et nous allons aller très rapidement parce que nous sommes plutôt sujets des contraintes de temps. Alors nous allons prendre des questions dans le public. C'était ma première question. Ma deuxième question, c'est par rapport comment les Africains, la femme africaine ici en Europe, comment la diaspora, que ce soit africaine ou burundaise, ou congolaise ou rwandaise, essaie d'aider ses compatriotes pour que nous bâtissons un avenir meilleur pour les femmes qui habitent ici. Merci. En fait, je suis en train de vous répondre. Déjà, très souvent, ce que nous disons, ça reste lettre morte. Très souvent. Beaucoup de gens font beaucoup de réunions, mais ils ne savent pas prendre des rapports pour en extraire la substantifique moelle, comme disait Rabelais. Et
Des années passent. Moi, j'aimais toujours dire que je risquais de vous parler de mon faible que j'ai toujours pour le président Bagaza du Burundi. J'aimais toujours le citer parce que il a été au pouvoir quand j'étais en 9e année. Et j'ai vu ce qu'il a pu réaliser parce qu'il faisait faire toujours le suivi des actions gouvernementales. Malheureusement, aujourd'hui, ça ne se fait pas. C'est lettre morte. Par exemple, cette loi-là, la loi sur les successions, nous, on était avancés quand j'étais en certain moment, j'étais conseiller, chargé du conseil des ministres. On était très avancés. Mais après, on oublie. Bon, deuxièmement, c'est le rôle de vos parlementaires, les parlementaires des pays. Ils devraient, en fait, les parlementaires ne sont pas là pour être des lèche-pieds des gouvernements. Ils devraient représenter réellement les peuples pour demander des comptes au gouvernement. Mais malheureusement, très souvent, nos parlementaires sont des lèche-pieds des gouvernements. C'est très dommage. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je n'y peux rien. Troisièmement, il faut apprendre à faire des groupes d'oppression. Quoi qu'on dise en Europe, quoi qu'on critique parfois les Européens, moi j'aime la manière dont ils créent les groupes d'oppression de manière pacifique mais récurrente et insistante pour faire plier, fléchir les gouvernements. Qu'est-ce que vous voulez? Ce sont les gouvernements qui décident. Moi je ne suis pour rien. Je ne suis pour rien. Quatrièmement, faites des pressions pour que l'Union africaine soit réellement l'Union africaine. Je vous ai dit par exemple, les textes qui sont morts, nés chez moi à la maison à Bujumbura. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de suivi. On ne m'a jamais invité pour la réunion. Et tous les textes ont pourri chez moi. Personne n'a pu le réclamer. Pourquoi? Pas de suivi. Je n'y peux rien. Vraiment, je n'y peux rien. Et je vous le dirais, mais en ce qui concerne la diaspora, comment la femme africaine peut, par exemple, parce que pour le moment, nous sommes là pour la femme africaine, contribuer pour le développement de l'apport de la diaspora dans les revenus nationaux. Ou bien, d'ailleurs, moi, je n'aime pas dire les revenus nationaux. J'aime dire les revenus des citoyens, de nos citoyens. Un rapport qui vient de paraître dernièrement, je pense que c'est de la Banque mondiale, a démontré que, par exemple, le Burundi, il est de loin le dernier par rapport aux chiffres de l'année passée, avec pas plus que 84%, 84 dollars par tête de personnes en l'année passée de 2023, alors que le Kenya arrive à peu près 64 000 dollars au Kenya. Donc le Burundi est de loin le dernier. Il n'a même pas le dixième de ce que les citoyens rwandais donnent. Pas même pas le dixième. Qu'est-ce qui nous manque? Non, en fait, il y a une certaine manière, comme on les calcule, donc les apports, disons, les différents apports que la diaspora donne dans leur pays. Pour la première question, l'ambassadeur est parti d'une approche top-down en mettant les États, les grandes organisations au cœur de la construction des politiques internationales en faveur de la femme. Et il est revenu dans son exposé en citant des points sur l'approche bottom-up, en parlant des groupes de pression. Ce sont les groupes de pression qui doivent mettre une pression sur le gouvernement. Et réellement, c'est l'approche la plus suivie de la communauté internationale. Dans l'action publique internationale, désormais,
vient des initiatives et des groupes de personnes, des groupes d'individus, des associations comme celle-ci, qui donnent un coup de pression aux États pour l'amélioration, la dynamique de changement des politiques internationales en faveur des femmes. Et je pense qu'une initiative comme celle-ci devrait être suivie, devrait être comme l'épicentre, l'essence, l'origine même d'un plaidoyer en faveur. Merci. Moi, je m'appelle Tessa Bointinga, je vis à Namur, je suis arrivée en Belgique en 2006. Je suis une afro-féministe et donc, désolée de vous dire, mais je ne suis pas applaudie de l'Union africaine. Je crois qu'on ignore, enfin, Akwele l'a abordé dans son exposé quand elle a parlé de l'intersectionnalité. Il ne faut pas oublier que les violences, elles sont d'abord systémiques. Elles se reproduisent par des institutions. Aujourd'hui, Margaret Thatcher, aujourd'hui, ça peut être présentée comme une féministe, malgré le fait que c'est quelqu'un qui a été très violente par rapport à sa politique minière et envers sa propre population et envers la politique internationale. Et donc, ces institutions-là sont là pour reproduire un système violent et très violent aussi par rapport aux femmes. Donc, je pense que les solutions ne viendront pas de ces institutions. Tant qu'on ne remet pas en cause un système qui est violent à la base, on ne peut pas espérer des solutions de ces systèmes-là. Donc, je trouve que, en effet, on doit pouvoir se mobiliser seul, d'abord entre femmes, surtout entre femmes. Des hommes qui sont partenaires, tant mieux. S'ils ne sont pas, tant pis. Parce que, en fait, la violence, elle est sexiste, raciste. Et donc, on en a plus qu'assez d'entendre des hommes nous dire comment est-ce que nous devons vivre, être, comment est-ce que nous devons nous comporter. Et en fait, si ici, en tant que femmes de la diaspora, on subit non seulement les racismes d'un système raciste, on subit la violence sexiste et des hommes tant noirs que blancs, enfin, tout confondu. Et donc, moi, j'aurais bien voulu entendre ces discours-là, ou en tout cas un exposé qui dit comment est-ce qu'on doit se mobiliser. Je sais déjà qu'on doit se mobiliser de toute façon, je n'ai pas besoin qu'on me le dise, mais en fait, j'aurais bien voulu entendre des gens avec qui je me dirais qu'on va aller ensemble pour se mobiliser, pour se battre pour un système qu'on doit mettre à terre et pas aller draguer encore des institutions qui, en fait, nous servent à rien finalement. Merci Tessa. Je te rejoins en partie. Moi, je vais peut-être évoquer quelques pistes et quelques actions que j'ai mises en place. Donc, pour moi, c'est essentiel l'éducation. Donc, la femme a une puissance, elle détient l'éducation. Donc, déjà, éduquer nos fils, et c'était aussi quelque chose de très important ici en Europe pour le changement. Donc, éduquer les fils dans le sens où tu aimerais avoir quelqu'un qui soit un dirigeant pour un équilibre des femmes. Et deuxième chose, je ne vais peut-être pas rejoindre, enfin, je ne sais pas comment ça se passe au Burundi, mais au Sénégal ou certaines ethnies, les femmes ont du pouvoir financier également. Donc peut-être rectifier ça aussi, ce qu'est les finances et aussi le pouvoir de dire les choses. Ça dépend des pays, ça dépend des ethnies. Et ayant participé à plusieurs programmes sur les communautés africaines de diverses nations, bien, on a mis aussi en exergue le fait que les femmes, comment dire, à travers l'éducation et l'enseignement, peuvent changer leur situation. Et donc, par exemple, moi, ce que j'ai mis en action ici, j'ai eu la possibilité d'influencer. D'ailleurs, je parlais avec un représentant camerounais. Je disais que c'est important d'investir dans les femmes. L'Inde l'a fait, notamment via je pense que c'est des crédits spécifiques aux femmes. L'Inde l'a fait, c'est d'investir dans les femmes. Et voilà. Bangladesh ? D'accord, merci. Donc c'est important d'investir dans les femmes, parce que c'est elles qui tiennent le monde. Je me rappelle même le conseil de mon propre père, il nous l'a donné. Il m'a dit, je ne donnerai pas mon argent à un ami, mais je donnerai à une femme. J'ai dit, ah, pourquoi il dit ça ? C'est quand même quelque chose qui va nous interpeller. Et dernière chose que je vais peut-être souligner, c'est que dans le gouvernement, j'ai eu la possibilité d'être connectée à plusieurs gouvernements, et j'ai insisté sur que les femmes puissent être dans des postes clés, et qu'elles soient les premières. Mais non,
Elle ayant l'autorité, c'est à elle de voir ce qu'il faut faire de cette autorité. Et j'étais contente parce que certaines sont revenues vers moi et elles ont obtenu ces postes-là. Donc nous pouvons les faire et nous avons les médias sociaux, nous avons toute une série de choses qui me permettent de pouvoir nous positionner. C'est une question de posture, en fait, des décisions. Et là, je te rejoins parfaitement. Je vais rajouter un peu quelque chose qui est tantôt. Quand on parle souvent de qu'est-ce qu'on va demander aux... On ne veut pas entendre ce que les hommes nous disent de faire. Je pense que dans un premier temps, ça reste vraiment le thème du jour, c'est connaître notre identité. Donc le fait de savoir qui nous sommes et de s'assumer, ça nous permet vraiment dès le bas âge de pouvoir avancer et prendre position. Enfin, il n'y aura personne qui viendra te dire à toi, tu n'as pas à faire ça parce que tu sais ce que tu es, tu sais pourquoi, quels sont tes objectifs. Et je pense que la première chose, c'est vraiment retravailler sa mentalité tout simplement, parce que c'est ça qui nous pousse aussi à agir. Ce qu'on a en tête, c'est ça qui nous pousse tout simplement à se mettre en action. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Je suis Léon, étudiant en master au département de mathématiques à l'université de Namur. Et je suis particulièrement honoré d'assister à cet échange. J'en sors vraiment grandi. Concernant la dernière intervention, j'aime quand la dame dit l'authenticité ne réside pas seulement dans les signes extérieurs. On voit de plus en plus cette une certaine classe d'Africains qui pense qu'il suffit de mettre des artifices africains, ressembler à l'Africain pour être vraiment africain et défendre les causes africaines. Ça va au-delà de ça, et elle l'a bien mentionné en parlant de la connaissance, et c'est dans les livres, c'est dans la culture, il faut aller vers ça. C'est bien les signes extérieurs, mais c'est aussi important de rentrer dans les profondeurs des choses pour les comprendre, parce que si on ne les comprend pas, on ne sait pas les défendre. Moi, je vais continuer avec l'ambassadeur itinérant pour dire que j'ai apprécié l'intervention, mais je n'étais pas très d'accord avec certains points, parce que quand vous parlez de la journée internationale de la femme africaine, vous dites, vous avez cherché sur Internet, vous n'avez pas vu un thème qui a été donné par l'Organisation des Nations Unies, je suis très d'accord, mais vous arrêtez là, vous ne creusez pas le problème. Qui est censé donner ce thème-là? Oui, c'est l'organisation, mais reconnaissons qu'on a des Africains qui travaillent au sein de ces associations, et nous savons bien que le monde fonctionne avec des lobbies. Est-ce qu'il ne serait pas important d'interroger, vous les diplomates, et peut-être les ambassadeurs, pourquoi ils ne se constituent pas en lobby pour défendre leur cause au sein de ces institutions-là? Et je vais terminer avec le couple, et vous dire que j'apprécie votre intervention, notamment les défis que vous avez relevés au niveau de la communication, des finances et surtout la connaissance de soi. Mais j'ai particulièrement une question pour vous deux. L'une qui est ce que nous appelons ici Wesh, et l'autre qui est un blédard, entre guillemets. Comment est-ce que la connexion s'est faite entre vous, étant donné que les, entre guillemets, blédards ont tendance à se retrouver de leur côté, et ceux qui sont nés ici, africains, beaucoup plus de noirs de l'extérieur, mais très souvent blancs de l'intérieur. Comment est-ce que la connexion s'est faite entre vous? Merci. Bon, en fait, pratiquement, je n'ai rien à dire parce que c'est une interpellation que vous avez faite. Donc, je n'ai rien à dire. Et merci pour la question. D'ailleurs, vous auriez même pu dire, écoutez, pourquoi toujours attendre que ces thématiques viennent de l'ONU? Pourquoi? Donc je n'ai rien à dire. Comment nous sommes rencontrés, et j'aime bien les termes que tu as utilisés, c'est blédard et wesh. Vraiment, j'apprends des choses. Tout d'abord, quand on s'est rencontrés, il n'y a pas de formule magique. On s'est rencontrés, on a discuté, on a échangé, je vais vraiment faire court. En fait, le point, on va dire, le point déterminant a été le fait qu'on a mis les choses à plat. Vraiment, on a vraiment mis les choses à plat. Cela revient à parler de son vécu, de son passé, parce qu'on a compris que chacun d'entre nous avait un bagage différent de l'autre. Donc on comprend que quand on va se mettre ensemble,
on a intérêt à être en fait, oui, non, même pas en accord, mais c'est surtout qu'on ne soit pas un fardeau l'un pour l'autre. C'est-à-dire, on va vraiment dire les choses telles quelles. On va briser la culture du tabou et après travailler sur ça. Alors, je dis que c'est un point déterminant parce que après ça, il y a eu un travail qui a été fait sur ça, sur vraiment une durée déterminée entre nous deux, selon nos objectifs. Et après, à ce moment-là, on a remarqué que, voilà, on a vraiment dépassé le niveau, on va dire, de la vie, on va dire, on est rentré en profondeur, mais là, on peut parler des choses visibles. Ce que j'aime bien, le côté apparat, c'est-à-dire, on a commencé par tout ce qui est trauma, il faut le dire. On a parlé des blessures intergénérationnelles, dans notre cas, mais dans beaucoup de cas, je pense, dans la sous-région, ne fût-ce que vivre dans un pays où on est tout le temps en guerre civile. On garde ça, mais on ne le dit pas, mais ça influence notre manière de voir les choses, notre manière de penser. Moi, j'ai grandi dans ça, mais elle n'a pas grandi, au fait, au sein de tout ça. Donc, de toute façon, il fallait qu'on parle de ça, et qu'on s'ouvre l'un à l'autre, et qu'on se comprenne. Ça, c'est mon côté. Mon point de vue. Et là, son point de vue, donc je lui laisse la parole. Je vais vraiment être bref, vu le temps. Mais la question aussi, c'était comment nos deux mondes se sont croisés. Étant donné que lui, il a grandi au Burundi et moi ici, je pense que ce genre d'occasion nous permettent aussi des fois de nous rencontrer. Au fait, de tout simplement se dire, moi, je connais pas tant que ça le Burundi ou l'histoire, mais je suis à la recherche de mon identité et je veux pas rester des fois juste... On va juste faire du basket. C'est bien des activités de basket, il faut y aller. Mais il faut prendre aussi des moments où on a le temps d'échanger, où il y a des thématiques, des tables rondes, parce que c'est juste de cette manière-là qu'en réalité on va faire même le lien avec la question qui a été posée dès le début, comment nous pouvons agir avec le côté au Burundi, en Afrique. On ne peut pas aller vers quelqu'un pour aider, on doit travailler ensemble. C'est pas une histoire d'aide, mais ensemble, et ça marche que quand on est prêt vraiment à ouvrir les horizons, tout simplement, chercher à se connaître. Le coaching familial, je reviens vraiment dessus. Je travaille avec des personnes, mais de base, je l'ai fait pour moi. Parce que je me suis dit, comment je peux aider quelqu'un si je ne me connais pas? Et donc, je pense que c'est des petits points sur lesquels on doit pouvoir voir les problèmes, les résoudre personnellement pour apporter aussi à d'autres autour de nous. Oui, bonjour tout le monde. Donc, moi, c'est Aline, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, moi, j'avais juste la question, parce que je suis venue ici aujourd'hui, parce qu'on a dit l'identité de la femme africaine. Et je pense que je n'ai pas beaucoup entendu parler de l'identité de la femme africaine. Moi, je pensais voir sur les tables, donc devant, des femmes africaines de la diaspora, parce qu'on est toutes de la diaspora, qui allaient peut-être parler de comment elles sentent leur identité. Et je pense que chaque femme a cette perception qui est différente. Et donc, est-ce que cette identité est individualiste? Est-ce qu'elle est communautaire ou elle est intercommunautaire? Et là, déjà, pour moi, quand on parle d'identité de la femme africaine, elle doit être l'identité africaine. Et de vivre ici et de sentir certaines réactions et des choses de ce genre-là, je me rends compte qu'on est trop dans le communautarisme. Et pour moi, l'Afrique est une unité. On parle de l'unité africaine, l'Union africaine, mais il faut qu'ici, à Namur, parce que nous sommes là pour la plupart de Namur, nous soyons cette Union africaine, avant toute chose. Et que nous puissions nous retrouver, et je remercie Jocelyne pour cette démarche, et j'espère que l'année prochaine, on pourra travailler sur l'identité africaine, vue et parlée par la femme africaine. Merci Aline pour ton intervention qui s'inscrit réellement sur les perspectives de cette organisation. Et nous sommes arrivés au thème des échanges. Je suis Hervé Brice Éconon, je suis diplômé de formation. Je suis professionnel de relations internationales. J'ai été heureux d'être à votre service. Ça a été un plaisir. Je passe la parole à Jocelyne pour le mot de fin après la parole. Merci. Je vous remercie encore infiniment. Je voulais éclaircir sur l'organisation d'aujourd'hui, c'est-à-dire que c'était pour créer une union de femmes africaines ici à Namur. C'est ça la raison pour laquelle ça a été dévié, excusez-nous. C'est la première expérience. Et maintenant,
je vous invite à boire un thé. Dans cette union de femmes africaines, on est là. Amenez vos idées. À tout moment, si vous avez envie d'en parler, de continuer, c'est le même endroit. On peut organiser quand on veut. C'est pas fini. Aujourd'hui, c'était juste fêter et hommage à ces femmes-là qui se sont vies en 1962. Moi, je trouvais ça génial. Elles sont plus là, mais c'est nous. Donc, c'est là où il faut chauffer les têtes. C'est là où j'ai envie que les femmes africaines montrent ce qu'elles ont. Et on va monter à Bruxelles. On est dans une ville capitale de la Wallonie. On a l'Union européenne, c'est pas loin. Il suffit juste de se lever le matin et se dire, est-ce qu'on va à l'Union européenne ou pas? C'est tout. Merci.